Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Cindy Koularis. Donc, je suis chef de projet chez Archimède, plus particulièrement dans la branche eau industrielle, c'est-à-dire on accompagne les clients sur tout leur cycle de l'eau. Et aujourd'hui, justement, le but de ce webinaire, hein, c'est de vous présenter notre livre blanc qui a pour thème donc Industrie et eau, comprendre et anticiper et agir face aux nouveaux défis. Donc l'idée, c'est de rebalayer en fait le contexte actuel, de l'eau, sur terre, hein, au global et heu et dans l'industrie, de voir effectivement, comment on peut anticiper, les problèmes d'approvisionnement en eau, notamment et voilà et s'adapter. Donc je suis désolée pour ceux qui nous connaissent déjà pour les webinaires précédents parce que je crois qu'on en est à la 4e édition. Je vais rappeler rapidement, Archimède, d'où vient Archimède. Donc Archimède, on est un bureau d'études un apporteur de solutions qui, est une filiale du groupe Energys. On a été, créé donc en septembre, 2025 maintenant, heu, avec les mêmes collaborateurs, qui étaient dans la branche eau d'Energys et avec une mission principale justement, c'était de se focaliser et d'accompagner en fait nos clients dans la préservation de la ressource en eau, en concevant et en intégrant des solutions techniques, voilà, sur mesure, pragmatiques et durables. Parce que notre ambition, c'est de devenir, le leader, du pilotage de l'eau. Parce qu'effectivement, il y a un constat, c'est que, mesurer, c'est, maîtriser et quand on maîtrise, on peut effectivement plus facilement passer à l'action et mettre en place, des solutions d'efficacité hydrique adaptée. Notre différence principale, c'est qu'effectivement, on s'appuie, sur, notre expérience, hein, déjà depuis la création, des entités antérieures, mais avec toujours les mêmes personnes qui sont là. Des outils, qui sont éprouvés avec une méthode de management, qu'on applique à l'eau, qui vient principalement de l'énergie, en lien avec l'ISO 50001 et notre expérience de ce management-là. Donc nous, on est répartis sur, 4 agences en France, dont la plus grosse est située à Orléans, mais on est 15 collaborateurs, donc avec plus de 30 années d'expérience comme je l'ai dit. Bon, je ne vais pas m'attarder, là-dessus. Donc ça, ce sont nos principaux, clients et apporteurs d'affaires, dans différentes, branches industrielles, agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques, papeterie et industrie et une branche collectivité parce que, on peut aussi mesurer et mettre en place des solutions d'efficacité hydrique en collectivité, évidemment. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait partie quand même du groupe Energys, je le rappelle. Donc on a quand même l'appui et l'assise, d'un gros groupe qui lui-même est une, holding de la société, Socomec, que probablement vous devez connaître, qui, fabrique principalement, des ondulats. Donc c'est une grosse société et a été créée depuis, 1922, donc avec une grosse assise. Donc on est capable de vous accompagner sur vos projets, quelle que soit la taille. Donc aujourd'hui, on va balayer, le contexte, les usages industriels de l'eau par la suite. On parlera réglementation, les solutions et effectivement, si vous avez des questions et des réponses, je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Donc aujourd'hui, on est là pour parler, d'eau. On sait qu'effectivement, l'eau, repose sur un grand cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, c'est correspond en fait à la circulation permanente, de l'eau sur Terre, entre océan, continent et atmosphère. C'est un processus qui va reposer sur plusieurs étapes. On peut avoir donc en premier l'évaporation, donc depuis océan et surface terrestre, la condensation, la vapeur d'eau avec la formation des nuages, les précipitations, pluie, neige et cetera, qui alimentent cours d'eau, nappes et glaciers, le ruissellement et infiltration dans les nappes phréatiques et ensuite le retour des eaux continentales vers les océans via les rivières et les fleuves. Donc ça forme effectivement le grand cycle de l'eau. Aujourd'hui, c'est un cycle qui est, perturbé, par, l'augmentation des usages, par les activités humaines, notamment, qui induisent, le changement, climatique. En ce moment, c'est un sujet, qui est très discuté, dans l'actualité.
Donc là, la Banque mondiale estime qu'on devrait avoir un déficit d'environ 2700 milliards de mètres cubes d'eau par rapport ce qui est disponible et ce qu'on consomme. Et ça pourrait advenir d'ici 2030, donc demain. Donc il y a une vraie urgence, et cette urgence-là, elle vient aussi du fait que l'eau, c'est quand même une ressource qui est rare. C'est pas facilement intuitif dans le sens où on appelle la Terre la planète bleue et qu'elle est, elle est recouverte à 72% d'eau. Mais il faut savoir que la part d'eau douce, elle est d'environ 2,5% sur ces 72%, et que sur ces 2,5%, il y en a qu'environ à peu près 30% qui sont utilisables par les hommes et pour nos usages, qui sont contenus dans les nappes, les lacs et les rivières. Donc sur la totalité de l'eau disponible sur la Terre, ça représente environ 1%. Et donc on est actuellement beaucoup de monde à utiliser de l'eau, effectivement. Donc on a un stress sur cette ressource-là. Et c'est une ressource qui est effectivement limitée et qui se renouvelle assez lentement par rapport à nos usages. Voilà. On a des pressions qui sont quand même croissantes, avec des nouveaux enjeux sur l'usage de l'eau. On a une demande en forte hausse par l'agriculture, et enfin, bien sûr, qui est le principal consommateur net par l'irrigation principale, mais il y a bien sûr toutes les autres branches d'activité, que ce soit l'industrie ou le tertiaire. Donc il y a les industries forcément et les énergies, et on a évidemment une croissance de tous les usages. On en parlera après. Bon, il y a quand même des nouveaux facteurs qui sont déclenchants sur le stress hydrique, et notamment dans certains pays. On a un effet du climat qui va faire qu'on aura une pression constante aussi sur cette ressource. Chaque degré d'augmentation de la température va augmenter de 7% l'évaporation. Et ça va créer en fait un déséquilibre dans le grand cycle qu'on a vu tout à l'heure. Et on va arriver dans un stress hydrique qui sera renforcé, avec des tensions estivales qui vont être accrues, avec des sécheresses, et aussi avec en fait des phénomènes extrêmes qui vont être difficilement maîtrisables, dans le sens sécheresse, mais aussi inondation. Plus il y a des sécheresses, plus les sols sont secs, moins l'eau arrive à s'infiltrer, plus elle ruisselle, et quand il y a des forts orages par la suite, les sols ne sont pas capables de les absorber, d'où les inondations. Donc plus on a effectivement d'augmentation de température, et plus on va avoir de phénomènes extrêmes, et des difficultés sur l'eau. Et tous ces phénomènes climatiques et d'usage font qu'on peut avoir une qualité de l'eau qui peut se dégrader. Plus de polluants avec les ruissellements, les nitrates, des micropolluants maintenant. On parle beaucoup de PFAS notamment. Donc ce sont des polluants qui sont nouveaux, qui sont émergents, avec des traitements qui sont actuellement encore coûteux, et qui peuvent aussi parfois se révéler insuffisants. Pas inefficaces, mais insuffisants. Donc ça mérite réflexion sur nos usages, et sur l'évolution de la qualité de la ressource à venir. Et surtout, quand on sait qu'on dit mesurer, c'est maîtriser, on intègre de la data, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Il faut l'utiliser avec raison et efficacité, parce qu'effectivement, il y a quand même un impact sur notamment ce qu'on dit les nouveaux facteurs, ce sont l'IA et les data centers. Il faut quand même en parler, c'est un sujet d'actualité qui prend de plus en plus de place dans tous les corps de métier. Qu'il y a une consommation d'eau massive, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est-à-dire soit pour refroidir, soit pour produire l'électricité qui est utilisée dans ces data centers. Dans certains pays, ça peut être ça peut représenter en termes de consommation des 45% des zones, en tout cas en zone, ces data centers pardon, sont situés à 45% dans des zones qui sont en stress hydrique déjà, et ça amène des conflits d'usage sur ces secteurs-là. Donc il faut faire effectivement attention. Il y a un vrai enjeu sur la gestion de l'eau, comment mieux la gérer. Il y a 3 quand même facteurs qui font que
comme, on l'a déjà présenté, hein, auparavant sur le webinaire précédent, hein, la méthode des 3 R, hein, pour les industriels, c'est-à-dire on réduit, on recycle et on réutilise. Effectivement, on part sur la sobriété, on recycle, on réutilise et on a un pilotage fin par la donnée qui est adapté à ce dont on a besoin. Quand on parle des usages, industriels, principalement l'eau est utilisée, donc dans les process de production, hein, comme eau ingrédient par exemple, pour le lavage, que ce soit du lavage ponctuel ou, en NEP, donc les nettoyages en place et pour le refroidissement. Donc il y a certaines filières, hein, qui peuvent être très consommatrices. Donc là, j'ai mis juste un exemple, le textile, alors, hein, c'était un certain type de textile, hein, notamment, je crois que c'était la viscose, on était à 1,1 m3 par, kilo, donc c'est assez énorme. Il y a un certain nombre d'ordres de grandeur, si ça vous intéresse, qui sont disponibles, effectivement sur internet, sur la quantité d'eau et ce qu'on appelle aussi l'empreinte eau de certaines, filières. Quand vous achetez un produit, vous avez une empreinte eau qui correspond et qui intègre ces données de consommation d'eau. Et donc, pour utiliser l'eau en industrie, on a un cycle qui peut se faire en plusieurs étapes. On a un prélèvement, forcément, donc soit en nappe, soit en cours d'eau, c'est les sources principales. En fonction de la région géographique, on aura plus de nappes ou de prélèvements de surface. Ensuite, on fait un traitement primaire, généralement une chloration. Ça dépend de l'usage, hein, surtout. On l'utilise donc pour l'usage. On la recycle ou on la réutilise, à voir si, c'est en pratique et on la rejette. Alors, on peut la traiter éventuellement avec un traitement, donc avant le rejet, que ce soit un rejet en milieu naturel ou un rejet, sur le réseau communal. On observe quand même une tendance, c'est, de développer des boucles quand même de réutilisation sur les usages pour réduire les prélèvements, ce qui est effectivement une très bonne pratique, des eaux qui ne sont pas souillées, qui peuvent être utilisées pour d'autres usages ou sur le même usage, s'il n'y a pas d'augmentation de température, par exemple, je pense au refroidissement notamment. Les, problèmes qu'on observe, c'est que, on a des usages fréquents d'eau potable, en tout cas de qualité potable, qui, heu, qui sont utilisés pour des besoins qui sont non critiques. Je m'explique, on peut, trouver des usages où, on utilise de l'eau potable pour refroidir un dégarnissage de pompe, par exemple. Ce qui est important quand on utilise l'eau, c'est surtout donc c'est la quantité d'eau, mais c'est aussi d'utiliser la bonne qualité d'eau sur le bon usage. Je pense que ceux qui sont là depuis plusieurs webinaires, on insiste un peu là-dessus, c'est d'associer et de définir la qualité d'eau dont on a besoin pour l'usage et adapter, le prélèvement ou la source de l'eau ou réutiliser de l'eau, pour ces usages-là. On sait que la réutilisation, elle est encore limitée, heu, par un contexte, je pense, historique, réglementaire. Heu, on va en parler après, mais il y a quand même des évolutions là-dessus. Mais il faut faire quand même effectivement attention parce qu'on a quand même une pression qui est accrue sur les ressources et ça va devenir un enjeu majeur. Donc comment on peut optimiser, heu avoir une gestion en fait, plus intelligente, mais plus efficiente évidemment. Différencier ce que je disais, les qualités d'eau selon les usages, donc bien définir votre besoin. On peut substituer l'eau potable, hein, par, de l'eau recyclée, des eaux usées traitées. Heu, il y a aussi effectivement une modernisation, des circuits qui est possible, hein. Vous pouvez aussi repenser votre process parfois, ça peut arriver. L'idée, c'est de mettre en place quand même un management de l'eau, pour vous, hein, peu importe le système, mais c'est que vous puissiez connaître, et suivre en temps réel vos consommations. Que vous puissiez être à même, de détecter, les pertes et vos surconsommations. Pouvoir être proactif sur votre gestion de l'eau, sur votre site. Avoir un pilotage qui va être prédictif, donc vous puissiez dire: «Bah, on va avoir, des sécheresses, potentiellement qui arriveront sur cette période. On aura peut-être des restrictions. Comment on anticipe?» Est-ce qu'on a pu envisager, identifier les usages qui sont les plus consommateurs? Est-ce qu'on peut avoir une action dessus, à court terme, à moyen terme? Est-ce qu'il y a des technologies qui sont moins consommatrices?
ou des pratiques qui font qu'on peut réduire déjà notre consommation d'eau et ne pas subir, en fait des arrêtés sécheresse ou des stress hydriques qui pourraient arriver dans votre région. Optimiser effectivement la multisource, hein, avoir, plusieurs sources d'eau, que ce soit, vos eaux usées traitées, votre prélèvement ou les recyclages en interne, les eaux de pluie aussi, ça peut arriver. Il y a quand même une forte contrainte si vous arrivez en période de sécheresse. Vous allez avoir quand même des priorités qui vont être mises, au niveau des locales, qui vont être redirigées vers les usages qui sont essentiels. Donc eau potable, la santé et la sécurité. Peut-être que votre industrie ne fait pas partie des usages qui sont prioritaires. Il y a certains usages en industrie qui sont prioritaires et notamment certaines usines en industrie agroalimentaire, qui sont moins touchées parce qu'elles permettent d'alimenter des personnes ou des animaux. Il y a moins de restrictions, mais en f il y a quand même des contraintes qui apparaissent dans les périodes de sécheresse et des réductions, en fait, finalement, qui sont imposées aux prélèvements, industriels. Vous pouvez avoir de -5 à -25 selon le niveau d'alerte sécheresse, dans votre région. Le niveau, 25 étant l'alerte, -25 sur l'alerte renforcée et du coup, c'est d'autant plus important d'avoir anticipé ces enjeux parce que si vous devez réduire d'un quart votre consommation du site du jour au lendemain, c'est bien d'avoir une solution de backup, pouvoir, pouvoir y faire face. Donc c'est vrai qu'améliorer votre résilience, hydrique, ça va permettre de faire face effectivement à la raréfaction de la ressource. Alors pour ça, effectivement, on disait que la réutilisation, elle était historiquement, moins utilisée parce qu'il y avait des freins réglementaires et notamment en industrie agroalimentaire. On a fait un sujet là-dessus effectivement. On a quand même une réglementation qui est contraignante en France, hein, faut le dire. Elle est contraignante, mais elle est aussi structurante. C'est-à-dire que ça peut aussi devenir pour vous. Vous avez pas le choix, vous avez une contrainte. Elle peut être aussi un moteur d'innovation et de compétitivité en fonction des solutions que vous mettrez en place. Il y a des obligations qui sont fortes, hein, quand même pour les industriels, que ce soit sur le contrôle, la traçabilité, les limites de prélèvement. Vous avez quand même une adaptation qui sont continues des procédés pour vous, pour votre technique, pour vous améliorer, et ça demande quand même des investissements qui sont importants. Donc ça, on en est bien conscient. Le fait quand même de moderniser vos installations, d'optimiser vos consommations d'eau, ouais, ça reste des leviers de transformation. Cette réglementation, c'est quand même un levier pour transformer, votre usine et devenir peut-être un moteur, en tout cas de votre filière, en optimisant les consommations d'eau, en développant la réutilisation des eaux et en mettant en place des technologies qui soient plus sobres. Il y a quand même des opportunités, voilà, qui vont être associées à ça. C'est-à-dire qu'avec ces contraintes, vous allez avoir quand même accès à des financements, donc que ce soit par, l'Agence de l'eau, le Fonds vert, il y a des, financements, européens pour certains. Hem, Ça va quand même vous permettre d'avoir un renforcement de votre résilience hydrique, même si, on est bien conscient qu'en disant que la réglementation est un moteur d'innovation, c'est aussi une contrainte. On en est bien conscient. Et la principale contrainte, hein, que vous avez actuellement, hein, ça reste quand même le plan eau, en tout cas qui est un cadre stratégique national qui, vise à améliorer et adapter la France au changement climatique et en tout cas à la raréfaction de la ressource en eau, avec cet objectif global de réduire la pression sur la ressource en diminuant de -10 les prélèvements d'ici 2030. Donc, c'est dans 3 ans. 3 ans et demi, 10 c'est beaucoup. Heu, donc, effectivement, c'est un objectif qui peut être ambitieux parce qu'elle touche, pas seulement les industriels, mais toutes les corps de métier et administratifs. Donc, principalement, ce plan eau qui a été lancé le 30 mars 2023, heu, met en place, en fait, pour les industriels, hein, principalement, ça va se mettre sur 3 axes. On va avoir d'abord la sobriété des usages. On va vous demander des plans de sobriété hydrique, notamment pour les filières, des suivis des prélèvements. Il y a une obligation de d'installer un compteur avec une télétransmission de vos volumes prélevés pour tous les prélèvements qui sont importants, mais en tout cas avec cette obligation-là de relever vos volumes prélevés.
Il y a une optimisation de la ressource, il y a quand même un objectif et ça, c'est une opportunité, c'est de développer massivement la réutilisation, d'eau usée avec un objectif de 1 000 projets d'ici 2027. Alors je ne sais pas à combien ils en sont, hein, ils étaient loin des 1 000, l'an dernier, en tout cas en début d'année. Donc il y a encore potentiellement, la possibilité de se faire accompagner en substituant finalement l'eau potable, hein, c'est ça le vrai enjeu. Et pour cela, ils ont quand même levé des freins, réglementaires. Il y a une accélération depuis 2023 et notamment pour les industries alimentaires. Ils ont multiplié les décrets et les arrêtés pour encadrer la réutilisation de l'eau. Je crois qu'il y en a 14 à ce jour qui ont été, publiés depuis, 2024, si je dis pas de bêtises. Le dernier étant de septembre 2025. Il y a peut-être un en mars 2026 aussi, donc effectivement, il y a une multiplication des arrêtés et des décrets de façon à permettre de réutiliser l'eau, que ce soit en irrigation, que ce soit en industrie agroalimentaire, que ce soit comme un haut ingrédient. Il y a un cadrage qui est fait, mais maintenant, réglementairement, c'est possible, moyennant évidemment, des objectifs à remplir. Il y a la création effectivement d'un guichet unique, hein, pour l'utilisation, d'eau usée. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez être accompagné pour les porteurs de projets. Et il y a un autre enjeu, c'est de préserver la qualité. Donc, l'idée, c'est de préserver le grand cycle de l'eau, hein, c'est ce qu'on disait, c'est de préserver face à la pollution des milieux aquatiques. Et on va, finalement renforcer, tout ce qui est protection des aires d'alimentation de captage. Donc si, vous êtes situé sur une aire d'alimentation de captage, pour ceux qui ne savent pas exactement, ce que c'est que vous pouvez avoir un captage d'eau potable. C'est un captage d'eau potable, donc, d'eau souterraine notamment, hein, qui va, prélever l'eau dans la nappe. Cette nappe, elle a un sens, d'écoulement et en fonction du sens d'écoulement, on définit un périmètre sur lequel une activité peut avoir un «impact» entre guillemets sur, cette nappe-là et c'est cette nappe-là qui va en eau potable. Donc vous pouvez être sur une aire qui est protégée parce qu'elle sert d'alimentation à un captage et bon, historiquement, vous pouvez être dedans, mais du coup, vous pouvez être aussi contraint parce que l'idée, c'est de préserver, c'est la qualité de l'eau. Donc il y a quand même des efforts financiers qui ont été mis en place pour pouvoir appliquer ce plan eau, avec environ 2 milliards par an qui sont mobilisés, heu, avec cet enjeu clé, hein, comme ça s'est présenté, de transformer la contrainte réglementaire en avantage stratégique. L'idée n'est pas de faire l'apologie de ce plan eau, mais maintenant on évolue dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est lui qui est quand même structurant et qui est la base de toutes les évolutions des arrêtés, que vous avez pu voir passer, notamment en industrie. Et donc il faut le prendre, voilà, il faut prendre en compte et s'en servir pour pouvoir, heu, améliorer et en tout cas, faire face, à la raréfaction de la ressource. Donc pour ça, il y a plusieurs effectivement, solutions. Donc vous savez, on vous en a présenté quand même sur les webinaires, précédents, que je vous invite à consulter sur notre chaîne YouTube, Archimède, où vous avez, en replay tous les webinaires que nous avons faits. Donc pour pouvoir, agir et maîtriser vos consommations d'eau, vos prélèvements d'eau aussi par la même par conséquence. Le point de départ, c'est de comprendre vos usages. Donc, comprendre vos usages, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être de cartographier tous vos flux, du prélèvement jusqu'au rejet et de bien identifier, vos besoins par qualité d'eau. Voilà, donc c'est une démarche qui se fait en 4 étapes. Vous allez analyser vos données, vos besoins. Il y a une mesure terrain qui peut être faite, par vous, par un BE spécialisé, donc comme chez Archimède par exemple. On pose des débitmètres, on vient sur site, on audite, votre, fonctionnement, on fait des échanges avec les équipes et on établit une cartographie. L'idée, c'est de faire de cette cartographie, c'est d'identifier vos usages les plus importants, vos plus gros usages et surtout d'identifier et de proposer un plan d'action qui soit chiffré, qui vous permette de réduire vos consommations d'eau, d'identifier vos sources de pollution si vous avez, un pré-traitement à mettre en place ou un traitement qui arrive en limite de capacité, à l'aval de votre usine, ou d'adopter la qualité d'eau qui est, adaptée à chaque usage. Alors une fois qu'on a fait ça, effectivement, ça vous donne, déjà un point zéro, ça vous donne un endroit pour commencer, un état zéro. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de piloter cette consommation d'eau, de l'instrumenter
et de structurer finalement votre, management de l'eau. La data, elle a quand même un rôle clé, c'est-à-dire que vous pouvez suivre en continu vos consommations, vous pouvez détecter vos fuites, vos anomalies, vous pouvez faire des indicateurs de performance, donc vos corrélations eau, production. Comme ça vous permet aussi de vérifier si vous êtes dans les standards de filière, hein, entre guillemets, dans les brefs ou les meilleures techniques disponibles, où vous pouvez, comparer vos consommations et identifier finalement vos leviers d'optimisation. Donc ça vous permet d'avoir ce management global. Hem, c'est vraiment un pilotage qui est stratégique. Le water management, ça vous donne un tableau de bord, ça vous donne des alertes. S'il y a vous pouvez définir des alertes avec, des indicateurs. S'ils dépassent un certain seuil, ça vous met une alerte en disant qu'il y a une anomalie. Ça vous permet aussi d'avoir un pilotage qui est surtout prédictif et avec une amélioration qui est continue. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'améliorer, un usage, heu, pour pouvoir avoir une meilleure résilience face au stress hydrique qui pourrait arriver. Ce qui est très, ce qui est facteur de succès, dans ces opérations-là de management de l'eau, c'est d'avoir des équipes qui sont, formées, en tout cas de les former, d'avoir une gouvernance qui est dédiée à l'eau et que l'eau soit un sujet à part entière au même titre que l'énergie. Maintenant en industrie, on a bien vu avec, le début de la guerre en Ukraine, la flambée des cours, énergétiques. Et on a énormément eu de projets, qui ont été liés à l'énergie à ce moment-là. Hem, Maintenant effectivement, l'eau reste, une source, ressource rare et elle risque de voilà, elle va se raréfier et à savoir si effectivement les industries seront adaptées à ce changement ou pas. Et un autre facteur de succès, c'est d'intégrer finalement la réglementation parce que vous ne pourrez pas forcément aller contre. L'idée, c'est de vous en servir, de la mettre à profit pour, améliorer vos process et votre résilience surtout. Pour ça, vous pouvez avoir aussi un cadre structurant qui existe, qui est pas forcément, très connu. On connaît l'ISO 50001 qui est, le management, énergétique. Là, on a, l'ISO 46001 qui est un système de management de l'eau qui a pour objectif de réduire, recycler, réutiliser avec une amélioration continue de la performance hydrique. En fait, tout ce que je viens de vous parler, ça parle vraiment d'une gouvernance de l'eau avec un plan d'amélioration continue. C'est un cadre voilà, qui est structurant, une norme qui existe. euh, et en tout cas, chez Archimède, on s'inscrit totalement dans cette norme-là. Donc, si vous souhaitez engager potentiellement des démarches à devenir ISO 46001, nous, on peut vous accompagner si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que la data et la structuration, voilà, de la performance, ça va être quand même un enjeu clé pour vous, de passer à une gestion qui va être subie, pour ceux qui reçoivent des arrêtés sécheresse, fréquemment, à un pilotage qui va être optimisé et durable. En conclusion, il y a quand même un enjeu. Voilà, d'ici 2030, normalement, on est censé avoir moins 10 sur les prélèvements. On a quand même des usages qui sont croissants, une tension croissante, mais on a aussi des leviers d'action. Il y a quand même des choses qui sont positives. Faut pas retenir que le négatif. On sait qu'effectivement, on a une ressource qui est fortement sous pression. On a une demande mondiale qui devrait augmenter de 40 d'ici 2030. Qui sont finalement la combinaison de la croissance démographique et de nos niveaux de vie. Mais on est impacté, évidemment par le changement, climatique avec ces alternances d'épisodes extrêmes, précipitations irrégulières, la sécheresse, crues et cetera. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la disponibilité, sur la répartition, on n'en a pas parlé, mais effectivement la répartition géographique, de l'eau et de l'accès à l'eau, on n'est pas tous égaux face à ça. Donc effectivement, on a un vrai enjeu sur la disponibilité, la répartition, mais aussi heu, la qualité de l'eau. Donc ça va être un enjeu stratégique qui est pour l'instant, émergent avec, on a quand même maintenant une valorisation, pour l'eau avec des fonds dédiés. On a des accélérations des solutions pour la gestion et l'efficacité hydrique. Mais effectivement, l'adaptation, face à la raréfaction de cette ressource, elle va quand même être
multilevier, c'est-à-dire que c'est pas en faisant une solution qu'on pourra s'adapter, ça va être, multilevier dans le sens où faut être plus sobre, voilà, réduire, donc les 3 R, on réduit, plus sobre, on limite les usages et en tout cas on identifie la bonne qualité d'eau pour les bons usages. Bon voilà, on a des solutions qui sont, techniques qui sont adaptées pour ça, pour changer les qualités d'eau, avoir le réutilisation, les boucles fermées, la réutilisation des eaux usées traitées, traiter ces rejets et à ça aussi vous pouvez ajouter le pilotage par la data, donc avec des capteurs, des suivis en temps réel d'indicateurs, être proactif sur l'utilisation de l'eau sur votre site. Ce qui nous, le message qu'on voulait faire passer, aujourd'hui avec, ce livre blanc, hein, c'est d'identifier finalement tous les facteurs qui sont, contraignants, sur l'eau et pour vous permettre d'anticiper dès aujourd'hui, vos consommations et sur votre site pour pouvoir sécuriser la ressource et maintenant éviter les conflits d'usage, pour demain. Et j'en ai terminé pour ce webinaire. On va pouvoir passer à la partie, questions, et réponses. Alors, ça, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le chat. Tac. Alors oui, vous aurez accès au replay, heu, évidemment. Comme je l'ai dit, il y a une chaîne YouTube qui existe et vous aurez les replays dessus, sans problème. Donc, je vois que Corentin, tu as déjà répondu à la question. Hem, Marie-Hélène, est-ce que les collectivités sont aussi concernées par les contraintes réglementaires imposées aux industriels? Alors, la contrainte de -10 oui, elle s'applique. Il n'y a pas forcément les mêmes contraintes, sur les collectivités. Je t'invite à regarder justement les mesures. Donc nous, notre livre blanc a été axé sur l'industrie. Mais par contre, effectivement, il y a des volets sur les collectivités et donc il y a le plan eau qui est disponible. Donc il y a 53 mesures, hein, en tout sur le plan eau. Donc il est disponible, hein, sur internet et donc je t'invite à regarder. Hem, pour la RIOUT, le mieux pour la RIOUT, c'est de donc je vois Benoît Richard, donc il y a effectivement, normalement, il y a un guichet unique qui est disponible. Après, s'il y a une question, le mieux pour la RIOUT, c'est de se tourner vers, les DDT. Contacts régionaux, oui, du coup. Hem et ils seront à même de vous orienter, notamment sur les démarches à entreprendre pour pouvoir, faire de la remote sur le site. En industrie, notamment, alors, vous arrive-t-il de combiner des analyses eau-énergie en industrie, notamment lorsque l'eau est utilisée comme vecteur de chaleur ou de froid? Alors effectivement, nous, quand on fait des cartographies, on utilise, évidemment on instrumente tout ce qui est alimentation, des utilités et notamment les chaudières. Donc nous, on fait, les analyses d'eau et on essaie d'adapter l'eau à l'usage énergétique. Et effectivement, si elle est utilisée comme vecteur de froid ou de chaud, on la mesure. Ce qui est intéressant, en tout cas nous, chez Archimède, on est aussi adossé au groupe énergiste qui fait des audits énergétiques et il peut y avoir des mesures qui sont faites, en combinaison, entre nous, les débits d'eau et les températures et eux, effectivement, température et toute la volée énergétique, du site. Donc on combine forcément l'énergie parce qu'en fait, l'énergie consomme de l'eau. Donc on l'instrumente et on fait des préconisations, et notamment sur les chaudières, en tout cas sur notre volet, sur, l'utilisation des chaudières, sur les purges, sur la qualité d'eau et cetera. Je sais pas si ouais. Alors c'est vrai que j'ai coupé la présentation, mais ce qui est important, hop,
Attendez, il y a une autre question qui vient d'arriver. À côté des indicateurs de performance, donc c'est Rémi Villarouge qui pose la question. À côté des indicateurs de performance mètre cube par tonne, le prix de l'eau et le stress hydrique, quels sont les indicateurs intéressants à présenter pour impacter les investissements? Tac, tac. Pour impacter les investissements, c'est-à-dire pour privilégier les investissements ou en tout cas faire un argument pour déclencher un investissement, si je comprends bien. Euh, En général, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous définissiez les indicateurs. Effectivement, vous, les mètres cubes par tonne, généralement, c'est ce qui est utilisé, mètres cubes par tonne, parce que c'est ce qui est le plus parlant. Après, oui, voilà, d'accord, oui, c'est effectivement, c'est dans l'argumentaire. Euh, ce qui est le plus parlant, effectivement, ce qui est sûr, c'est que dans l'eau, le ROI, il n'est pas très bon. Faut être réaliste là-dessus. Effectivement, l'eau actuellement ne coûte pas cher, hein. C'est par rapport à l'énergie, pour tous ceux qui sont en site industriel actuellement, effectivement, elle coûte peut-être 30 fois moins cher. Si vous êtes à 3 euros du mètre cube, vous payez cher. Alors, je parle net parce qu'effectivement, quand vous traitez l'eau, il coûte plus cher. Faut pas oublier les coûts de traitement. Mais l'eau ne coûte pas forcément cher, donc vous n'aurez pas forcément un temps de retour qui sera intéressant. Euh, les, les arguments, entre guillemets, c'est propre à chacun, mais outre le fait que vous allez améliorer votre gestion de l'eau et votre résilience face à la raréfaction, que vous allez pouvoir vous adapter et pouvoir faire face à un changement climatique qui est là, euh, être plus compétitif par rapport à votre... si vous comparez par rapport au bref, vous pouvez avoir effectivement un avantage par rapport à votre concurrence. Et effectivement, le risque de continuité de service, comme vous le dites, effectivement, le coût du risque de non-continuité, ça, c'est sûr qu'effectivement, si, donc Caroline, effectivement, tu fais bien d'insister là-dessus, c'est que l'enjeu, il est vraiment, c'est sûr, sur votre résilience et sur le fait que vous puissiez continuer à produire dans les mêmes conditions que ce que vous avez l'habitude, avec vos projections de travaux ou d'évolution de production aussi, hein, pour que vous puissiez avoir la trajectoire que vous souhaitiez pour vos industries, en n'étant pas tributaire, ou en tout cas subir ce dérèglement climatique et le fait que potentiellement vous pouvez avoir une coupure d'eau ou en tout cas des restrictions qui impactent votre production. Donc c'est vrai que l'argument, il est que effectivement, si vous voulez continuer à produire dans les mêmes conditions et pouvoir faire face à la raréfaction, vous pouvez mettre en place effectivement, avancer le fait que sans une adaptation, la continuité de service, ou potentiellement, vous l'aurez plus, ou en tout cas pas au même niveau. Vous serez obligé de baisser votre production et votre rentabilité, effectivement. Je disais tout à l'heure, j'ai coupé la présentation, mais je vais juste repartager rapidement mon écran. Euh, je disais effectivement, donc déjà, merci pour votre attention, évidemment, mais vous pourrez télécharger notre livre blanc, donc là sur le site, mais vous avez dû recevoir effectivement un mail avec le livre blanc à télécharger. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn, on a une page où régulièrement on met nos newsletters, où l'objectif c'est qu'on publie aussi des newsletters qui en 2 minutes vous permet d'avoir une actualité sur l'eau. Et vous pouvez effectivement retrouver tous nos webinaires sur la chaîne YouTube Archimède. Hop. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous dis rendez-vous très prochainement. Ah, eh ben non, pas de souci. Monsieur Goetz, je suis désolée si je prononce mal votre nom.
La cartographie, le diagnostic des consommations d'eau est-elle aidée au même titre que les audits énergétiques? Alors, vous pouvez avoir effectivement des subventions de l'Agence de l'eau sur les études. Donc, n'hésitez pas, alors en fonction des agences de l'eau, vous aurez des taux un peu différents. On était entre 40 et 70%. Alors, je mets un petit bémol là-dessus. C'est effectivement sur la disponibilité des fonds des agences de l'eau sur l'année 2026. Je crois que c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais, euh, mais oui, vous avez droit à des. Alors, principalement en agence Loire-Bretagne, je vais pas dire de bêtises. Oui, si, effectivement, comme dit Caroline, s'il n'y a pas de subvention si vous êtes mis en demeure, ça c'est évident. Enfin, c'est évident. Non, mais vous n'avez pas de subvention si vous êtes mis en demeure pour la cartographie et les diagnostics de consommation d'eau. Vous pouvez avoir des aides, en tout cas des agences de l'eau. Je parle des agences de l'eau parce que ce sont les principaux contributeurs sur ces parties-là. Sur les agences de l'eau Loire-Bretagne, vous pouvez avoir des subventions. Je crois que ça va jusqu'à 70% sur Adour-Garonne et Rhône-Alpes-Côte d'Azur. Il me semble que maintenant, ils subventionnent uniquement les travaux. Enfin, ils subventionnent les travaux et du coup, si vous avez fait des études avant, ils peuvent vous subventionner dessus, mais par contre, ils subventionnent principalement les travaux. Donc, rapprochez-vous. Je pense que vous devez avoir un interlocuteur effectivement privilégié avec l'agence de l'eau et je vous invite à vous rapprocher si vous envisagez en tout cas de mettre en place une cartographie sur le site. Dernière question. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on est là jusqu'à 14h30 si nécessaire. Dernière question, est-ce qu'un diag eau réglementaire va voir le jour à l'avenir dans l'industrie comme c'est le cas pour l'énergie? Alors, c'est une bonne question. Je vous dirais que ça serait une bonne chose, mais a priori, pour l'instant, on n'a pas eu vent de ce genre de mesures qui pourraient être mises en place. Dommage. Oui. Vous pouvez également vous rapprocher des CCI, CMA pour mieux comprendre les aides d'agences de l'eau. Exactement. On sous-estime, enfin on sous-estime, non. On avait fait un webinaire où on a présenté effectivement les CCI qui ont mis en place des référents eau sur les CCI dédiés. Euh, donc effectivement, il y a un vrai accompagnement de la part des CCI sur ces sujets-là. Donc si vous avez un interlocuteur CCI, n'hésitez pas non plus. Pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, si vous avez des questions, à l'écran, là, vous voyez mes coordonnées. N'hésitez pas à les noter. Si vous souhaitez, je peux vous les mettre dans le chat. Si vous avez des questions à la suite du webinaire, euh, vous pourrez me contacter par ce moyen-là. Ou contacter Archimède directement, évidemment. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.